Alors, donc on va commencer l'exercice 2. Donc, on a la question suivante. Donc, parmi les ensembles suivants, précisez l'espace vectoriel E dans lequel on va travailler. Donc, suivant la nature de l'ensemble considéré. Et pour chaque donc GI, donc il faut vérifier que GI est un sous-espace vectoriel l'espace E considéré. Donc on commence par le premier cas. On prend donc G1, c'est l'ensemble des groupes qui sont donc de la forme XY telle que on a 3x moins IY égale 0 avec x, y qui sont des éléments de C. Donc pour le premier cas, donc G1, on voit tout de suite que G1 est un ensemble de couples. Donc G1 est égal à l'ensemble des couples qui sont de la forme x, y, tel que, donc ici, dans la première partie, entre les accolades, donc c'est la nature des éléments de G1, et dans le reste ici, donc on écrit, donc ici, on a des conditions. Donc les conditions, on a une première condition, on doit avoir quoi, x moins i, y égale 0. On a une deuxième condition, x, y doit être dans C. Il se peut qu'il y ait donc d'autres conditions, suivant ce qu'on a. Donc, lorsqu'on regarde ces conditions-là, donc on a donc x, y qui sont des éléments de C. Donc, le couple x, y est un élément de C au carré. Est un élément de C au carré. Donc, G1 est une partie de C au carré. Donc, G1 est une partie de C au carré. Donc, on a affaire à des éléments de C carré qui vérifient la condition 3x moins y égale 0. Donc, on sait que C au carré, donc on sait que C au carré est un espace vectoriel, parce qu'on le muni de l'addition entre les couples. La somme des deux couples de C au carré est un couple de C au carré, virgule. Donc C au carré muni de l'addition, muni de l'addition entre les couples et de la multiplication externe d'un couple par soit un élément de R. Donc si on prend un couple de C au carré, on multiplie par alpha appartenant à R, donc ça fait alpha x, virgule alpha y, c'est toujours un couple de C au carré. Soit on multiplie le couple xy par bêta, avec bêta appartenant à C. Et bêta point xy, c'est le couple bêta x, bêta fois x, virgule bêta fois y, qui est toujours un couple de C au carré. Donc là, pour un multiplication externe, donc on a deux possibilités. Si on travaille sur R, donc c'est la multiplication d'un couple par un réel. Si on travaille sur C au carré, donc c'est la multiplication par un complexe. Donc on sait que C au carré plus point donc, est un espace vectoriel, sur R, lorsqu'on prend des alphas qui sont des réels. Et aussi, on sait que C au carré muni de l'addition et de la multiplication externe est aussi un espace vectoriel sur C. Donc là, soit on travaille sur le corps, donc R plus fois, sur le corps des réels, soit on travaille sur le corps des complexes. Donc on a deux possibilités dans ce cas-là. Là, ce qui diffère entre la première possibilité et la deuxième possibilité, on a deux lois. Soit on a ici une multiplication externe par des réels, soit on a ici une multiplication externe, donc on va voir ici la loi plus, qui est toujours la même chose que la loi plus ici, et la loi externe ici un point.
Là, on va voir C au carré. Et la loi point, donc c'est la multiplication externe par un complexe. Donc nous, on va vérifier les deux choses. On va vérifier que G1, on va voir est-ce que G1 est un sous-espace vectoriel du R espace vectoriel C au carré. Et on va aussi voir est-ce que G1 est un sous-espace vectoriel de C carré considéré comme espace vectoriel sur C. On va voir les deux cas. Donc ça c'est un exercice intéressant donc, qui nous donne donc, un espace vectoriel qui est en même temps un espace vectoriel sur R et un espace vectoriel sur C. Donc ce qui diffère, je répète ici, c'est la loi externe. La loi interne ici plus, c'est l'addition entre les couples, il est toujours la même. Mais la multiplication externe, ici, elle va différer. Donc, on va voir le premier cas. Lorsqu'on va travailler sur C au carré, menu de l'addition et de la multiplication externe, donc on va le considérer comme R espace vectoriel, c'est un espace vectoriel sur R. Donc, les scalaires alpha, on les prend dans R. Donc pour vérifier est-ce que G1 est un sous-espace vectoriel, donc G1, on a dit qu'il est inclus dans C au carré. Il est inclus comme sous-ensemble, c'est une partie. Et G1, donc c'est l'ensemble du couple X, Y, tel que X, Y sont des complexes et la condition 3x moins IY, 3x moins IY égale 0. Est-ce que c'est un sous-espace vectoriel de C au carré? Donc on a deux choses à vérifier. Première chose, petit i, il faut montrer que G1 il est non vide. Donc G1 il est non vide. Donc il doit contenir au moins l'élément neutre de C au carré, c'est-à-dire le couple 0, 0. Donc le couple 0, 0, il appartient à G1. Pourquoi? Parce que le couple 0, 0, il est déjà dans C au carré. Et deuxième chose, si on fait 3 fois la première composante fois 0, moins I fois la deuxième composante qui est aussi égale à 0, ça donne un 0. Deuxième condition, pour vérifier que c'est un sous-espace vectoriel. Donc on va travailler avec la définition suivante. Si on prend donc quel que soit U et V, qui sont des éléments de G1, et quel que soit alpha appartenant à R, donc là, on travaille sur C carré comme étant un R espace vectoriel. Donc là, le R qui est là, il doit être ici. On travaille sur le corps R. Donc, quel que soit UV appartenant à G1, quel que soit alpha appartenant à R, on va voir est-ce que alpha.U plus V, ça reste en G1. Entre parenthèses, U, il est de la forme X, Y, avec la condition que 3x moins IY égale 0. Puisque c'est un élément de G1. V, on va le prendre sous la forme X', Y', avec la condition 3x' moins IY' égale 0. Donc U appartient à G1, donc il existe X, Y des complexes tels que U est de la forme X, Y avec 3x moins Y égale 0, la même chose pour V. Donc on va considérer l'élément alpha, point U plus V. Et le point qui est là, c'est la multiplication externe d'un couple par un réel. Donc ça fait alpha, point
le couple XY plus le couple X', Y'. Donc, on va développer cette quantité-là. Donc, ça va faire le couple alpha fois X, virgule alpha fois Y. Donc là, normalement, alpha fois X. Alpha, donc, il appartient donc à R. Le X, il appartient à C. Donc, alpha X. Donc, ça, c'est le produit dans C, tout simplement. Plus X', Y'. Et d'après la définition de l'addition entre les couples, c'est le couple alpha X plus X', virgule alpha Y plus Y', qui est de la forme X seconde, virgule Y seconde. C'est un couple qui appartient à C au carré. Donc, pour que ce couple-là soit dans G1, il faut calculer 3. On a donc 3, que multiplie la première composante ici, c'est alpha X plus X', plus, ou bien plutôt moins I, la deuxième composante, c'est-à-dire alpha Y plus Y', c'est égal. C'est la condition à vérifier pour l'appartenance à G1. Donc, ça va faire, là, en utilisant les propriétés de calcul dans C, donc on peut factoriser alpha et on va voir tout de suite alpha, que multiplie 3x moins y, plus, ensuite, on va avoir 3x' moins y'. Et d'après la condition d'appartenance de G1, donc ça c'est 0. Ça aussi est égal à 0. Donc, d'où le couple alpha x plus x', virgule alpha y plus y', il appartient à G1. C'est-à-dire, on a alpha.u plus v, c'est un élément de G1. Donc, quel que soit u, v appartenant à G1, quel que soit alpha appartenant à R, on a alpha u plus v, il appartient à G1. Donc, G1 est un sous-espace vectoriel du R espace vectoriel C au carré. Donc, G1 est un sous-espace vectoriel de C carré considéré comme espace vectoriel sur R. On va maintenant voir est-ce que G1 est un sous-espace vectoriel de C carré considéré comme espace vectoriel sur C. Donc, deuxième cas. Donc, là, on va travailler sur C au carré, menu de l'addition et de la multiplication externe. Donc, on va le considérer comme C espace vectoriel. Donc, G1, c'est toujours une partie de C au carré, sans problème. Mais il peut être un sous-espace vectoriel sur C au carré, considéré comme R espace vectoriel. Il peut ne pas être un sous-espace vectoriel sur... Donc, G1 est toujours donc une partie de C au carré. On va voir est-ce que c'est un sous-espace vectoriel sur C carré, considéré comme C espace vectoriel. Donc, toujours la première condition petit i.
Donc, le couple 0, 0, il appartient à G1, sans problème, puisque 3, 0, moins I, 0, cette condition-là, elle est vérifiée. Et évidemment, le couple 0, 0, c'est un élément de C au carré. Donc, comme avant, G1 est différent du vide. Deuxième condition. Donc, on va utiliser toujours la même définition précédente. Donc, quel que soit U, V appartenant à G1, quel que soit alpha, cette fois-ci appartenant à C. À C parce que maintenant on travaille sur le corps C. Ici, C, là, c'est C. Donc, dans ce cas-là, on est en train de travailler avec K égale C. Donc, U, puisqu'il est dans G1, donc il est de la forme X, Y, avec la condition 3x moins I, Y égale 0. V est de la forme X', Y', avec la condition 3x' moins I, Y' égale 0. Calculons alpha.U plus V. C'est alpha point le couple X, Y plus le couple X', Y'. Là, comme tout à l'heure, ça va donner tout simplement le couple de composantes alpha X plus X', virgule, alpha Y plus Y'. Donc le alpha est un complexe, X est un complexe, alpha, X c'est le produit de alpha et de X, donc C. Donc ce couple-là est de la forme X seconde, virgule Y seconde. Les composantes sont des complexes, donc ça, il appartient à C au carré. Il reste à vérifier la condition que 3x seconde moins I, Y seconde, est-ce que ça va donner 0? Donc ça fait 3x seconde, donc on a dit que c'est alpha X plus X prime moins I, alpha Y plus Y prime, et ça en utilisant le calcul dans C, la distributivité, la factorisation et tout, on va avoir tout simplement alpha facteur de 3x moins I, Y plus 3x prime moins I, Y prime. Ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Donc, le tout, ça donne 0. Donc, alpha.U plus V, c'est aussi un élément de G1. Quel que soit U, V appartenant à G1, quel que soit alpha appartenant à C, alpha.U plus V appartient à G1. Et on conclut que G1, donc ainsi, G1 est un sous-espace vectoriel de C au carré, considéré comme espace vectoriel sur C. Là, pour être précis, est un sous-espace vectoriel du C espace vectoriel C carré. Pour être précis. Donc là, on travaille sur C carré considéré comme C espace vectoriel. Pour la question 2, donc G2, c'est l'ensemble des S qui sont donc des suites numériques convergentes.
Donc en regardant donc la forme des éléments donc de G2, donc les éléments de G2 sont des suites numériques. Donc sont des suites numériques qui sont convergentes. Donc ce sont des suites numériques, donc des éléments donc de l'espace qu'on a noté par R à la puissance n. Sont des suites donc à terme réel. C'est-à-dire que G2 il était inclus dans R à la puissance n. On a vu que R à la puissance n, on a vu que R à la puissance n, muni de la somme entre les suites, et la multiplication des suites par un réel, est un R espace vectoriel. Est un espace vectoriel sur R. Donc, est un R espace vectoriel. Donc, dans ce cas-là, l'espace vectoriel sur lequel on va travailler, E égale R à la puissance n. Donc, on va vérifier que G2 est un sous-espace vectoriel de E. Donc, première condition, si on prend la suite nulle, donc si on prend la suite nulle, c'est-à-dire le 0 de E, qui est égal à la suite nulle. Donc la suite nulle, elle est de la forme 0 indice n, avec n appartenant à n. Tel que 0 indice n est toujours égal à 0, quel que soit n appartenant à n. Donc le 0e, en fait, c'est la suite dont les termes sont tous des 0, jusqu'à l'infini. Et c'est un élément qui appartient donc à E, c'est bien une suite convergente. Donc la suite nulle, qui est déjà une suite convergente, qui est l'élément neutre de E, et ce qu'il appartient à G2. Donc on a la limite de 0n quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. La limite c'est 0. Donc 0e appartient à G2. La suite nulle, elle est convergente vers 0, il appartient à G2. Deuxième condition. Donc, deuxième condition, on va changer. On va écrire, donc, quel que soit S1, S2 appartenant à G2. Entre parenthèses, S1 est de la forme une suite dont les termes, on va les appeler des UN. S2, ça va être une suite dont les termes, on va les appeler des VN. Avec limite de UN, puisque S1 est une suite convergente, on va appeler cette limite-là L1. Et la limite de Vn quand on tend vers l'infini, c'est égal à L2, puisque par hypothèse, S1 et S2 sont des suites convergentes. Donc, là, pour la deuxième donc, propriété d'un sous-espace vectoriel, donc on prend donc deux éléments de G2, et on prend donc, là, on va prendre donc, quel que soit alpha, bêta, appartenant au corps sur lequel on a l'espace vectoriel E, donc on travaille maintenant sur R, on va calculer alpha point S1 plus bêta point S2. C'est égal. Donc là, au lieu de prendre uniquement alpha et travailler avec la définition alpha.S1 plus S2, là aussi on peut travailler avec alpha et bêta et considérer la combinaison alpha.S1 plus bêta.S2. Donc revoir le cours sur les définitions, les différentes définitions d'un sous-espace vectoriel. Donc ça fait alpha.S1
la suite formée par les termes UN, plus bêta point la suite dont les termes sont les Vn. Par définition de la multiplication d'une suite par un réel, donc le alpha il entre à l'intérieur, il est multiplié par chaque terme. Donc ça donne la suite alpha fois un indexé par n. Donc les termes de cette suite-là sont de la forme alpha un. Donc on peut les appeler des tn, donc tn égale alpha un. Plus la suite dont les termes sont les bêta vn. Et en utilisant la définition de la somme de deux suites, donc ça fait la suite dont les termes sont de la forme alpha fois un plus bêta fois Vn. On fait varier n. Donc là, je mets quelques couleurs pour vous faire comprendre les choses. Donc là, c'est une multiplication externe d'une suite par un réel. Là, c'est la somme de deux suites. Là, c'est toujours la somme de deux suites. Et là, lorsqu'on fait entrer le alpha à l'intérieur, là, c'est un produit entre un réel et un autre. Donc, c'est un produit dans R. Là aussi, c'est un produit dans R, même si on ne l'écrit pas. Et là, c'est une somme de réels. Donc, ça, c'est le terme de la suite. Ça, c'est toute la suite, avec n qui varie. Et à l'intérieur, ce sont les termes de la suite. Donc, ensuite, on a la chose suivante. Donc, cette suite-là est de la forme Wn, c'est de la forme Wn avec n qui varie. Donc, on va voir est-ce que c'est une suite qui est convergente. On a limite de la suite Wn, quand n tend vers plus l'infini. C'est la même chose que la limite des termes alpha un plus bêta Vn, la limite de ce terme-là. D'après les propriétés des suites, puisque la suite un et Vn sont des suites convergentes, ça c'est la même chose que alpha, la limite sur n de un plus bêta, la limite de Vn. Donc qui est tout simplement alpha L1 plus bêta L2. En revenant au cours d'analyse sur les suites. Donc, d'où la suite alpha S1 est une suite convergente plus bêta multiplié point S2, donc il appartient à G2, c'est une suite convergente. Donc en soulignant le départ et l'arrivée, pour quel que soit S1, S2 appartenant à G2, alpha S1 plus bêta S2 est un élément de G2. Ainsi, on conclut ainsi donc G2 est un sous-espace vectoriel, de R à la puissance n, c'est-à-dire l'espace des suites numériques. La question 3, donc là, G3 est l'ensemble donc des P appartenant à K de X. Donc K de X, c'est l'ensemble des polynômes, et muni de l'addition entre les polynômes et la multiplication d'un polynôme par un élément de K, ça est un espace vectoriel sur K. Donc ça est un espace vectoriel, donc est un K espace vectoriel. Donc ça, on a déjà vu l'espace, l'ensemble des polynômes, on a vu les propriétés de l'addition entre les polynômes, la multiplication d'un polynôme par un élément de K, c'est une multiplication externe, donc on vérifie facilement que K de X est un espace vectoriel sur K. Donc dans ce cas-là, E, on est dans l'espace vectoriel E qui est K de X, l'espace des polynômes. On est dans
K de X, l'espace des polynômes. Dans K de X, on considère les polynômes tels que P de 1 égale P de 2 égale 0. C'est-à-dire, on considère donc une partie ici, une partie des polynômes, qui vérifie ces deux propriétés-là. Donc, première chose, donc G3 est une partie de E, qui est l'espace des polynômes. E est un espace vectoriel. Est-ce que G3 est un sous-espace vectoriel? Donc, il faut vérifier donc les conditions. Donc, première condition, si on prend le polynôme 0,1, le polynôme nul, le polynôme nul, est-ce qu'il vérifie la condition que la fonction polynomiale associée au polynôme nul appliqué à 1 égale 0 et P de 2 égale 0. Donc en fait, ces deux conditions-là, ça signifie que 1 est une racine de P et 2 est une racine de P. On sait que tout élément de K est racine du polynôme 0. Donc on a le polynôme 0 appliqué à 1, ou bien la fonction polynomiale associée à 0, donc appliqué à 1, c'est la même chose que cette fonction appliquée à 2, ça donne 0. Donc, le 0 de E, c'est-à-dire le polynôme nul, il appartient à G3. Deuxième condition, là, pour la définition, on va travailler avec les deux petites conditions, petit a. Donc, quel que soit P1, ou plutôt, quel que soit P et Q appartenant à G3. Quel que soit P et Q appartenant à G3. Donc, on va voir est-ce que P plus Q, ça reste dans G3. Donc, entre parenthèses, on a P de 1 égale P de 2 égale 0. On a aussi Q de 1 égale Q de 2 égale 0. Si on prend maintenant le polynôme P plus Q et on l'applique à 1, par définition de l'addition des polynômes, c'est donc P de 1 plus Q de 1 par la définition des fonctions polynomiales associées à des polynômes. Donc ça fait ça, donc qui donne donc 0 plus 0, qui donne 0. Et de la même façon, P plus Q de 2, ça fait P de 2 plus Q de 2, ça fait 0 plus 0, ça fait 0. Donc, la somme plus Q appartient à G3. Donc, G3 est stable pour l'addition entre les polynômes. Donc, quel que soit P et Q appartenant à G3, P plus Q, il appartient à G3. Donc, la question B, est-ce qu'on a stabilité par la multiplication externe? La condition petit p. Donc, quel que soit P appartenant à G3, quel que soit alpha appartenant à K, puisqu'on travaille sur le corps K, alpha.P. Alpha.P, on va l'appliquer à 1. Donc, par définition de la multiplication externe, ça fait alpha que multiplie, donc P de 1. Ça fait alpha que multiplie 0, ça fait 1, 0. Alpha.P de 2, c'est égal alpha qui multiplie donc P de 2, c'est aussi égal alpha fois 0 qui
qui donne 0. Donc les deux conditions sont remplies. Donc là, c'est la multiplication externe d'un polynôme par un élément de K. Donc d'où l'élément alpha point P, il appartient aussi à G3. Donc, quel que soit P appartenant à G3, quel que soit alpha appartenant au corps K, alpha P, alpha point P, il appartient à G3. On conclut ainsi G3 est un sous-espace vectoriel de K et de X, dans lequel on est en train de travailler. Ensuite, pour la quatrième question, donc on considère G4, c'est l'ensemble des fonctions définies de R dans R, telles que f est une fonction T périodique, avec T un réel fixé. Donc T, c'est la période de f. Donc toutes les fonctions qui sont dans G1, donc sont des fonctions qui sont définies de R dans R, qui sont périodiques de période T. Donc dans ce cas-là, on a donc G4, il est inclus dans f de R, qu'on note par f de R. C'est l'ensemble des fonctions définies de R dans R. Donc f de R, qu'on note par f de R, l'unité de l'addition, de la multiplication des fonctions par un réel. Ça est un R espace vectoriel. Donc dans ce cas-là, on travaille sur les fonctions donc de R dans R. E égale f de R. Donc on va vérifier que G4 est un sous-espace vectoriel de E. Donc, première condition, la fonction nulle, elle est considérée périodique. Donc la fonction nulle, 0, de E, appartient à G4, sans problème. Donc il était périodique. Donc si on fait 0E de x plus le t qui est fixé, ça donne 0. C'est toujours égal à 0E de x qui est aussi égal à 0. Donc la fonction nulle, il était périodique. Deuxième condition. Donc quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit f et g appartenant à G4, on va vérifier que alpha f plus g, ça reste donc G4. Donc f et g sont t périodiques. Donc f et g sont t périodiques. C'est-à-dire on a f de x plus t est toujours égal à f de x, quel que soit x appartenant à R. La même chose, g de x plus t, c'est la même chose que g de x, quel que soit x appartenant à R. Donc là, on considère la fonction alpha f plus g. Si on l'applique à x plus t, pour voir ce qu'il est t périodique, en utilisant la définition de l'addition et la multiplication externe d'une fonction par un réel, ça fait tout de suite alpha, que multiplier f de x plus t, plus g de x plus t, qui donne tout de suite alpha qui multiplie f de x, puisque f est périodique, plus g de x pour la même raison. Là, c'est une multiplication externe, là c'est une addition entre les fonctions. Ce qui est là, donc ce sont des opérations dans R,
sont des opérations entre des réels. Et ça, c'est égal, en revenant à la définition de alpha.f plus g, ce n'est autre que alpha.f plus g, le tout appliqué à x. Donc ça, c'est vrai. Donc quel que soit x, donc ce qui est là, donc ceci, c'est vrai quel que soit x appartenant à R. On déduit que la fonction alpha.f plus g, elle est t périodique, et t périodique. Donc cette fonction, elle est t périodique. Donc c'est un élément, donc la fonction alpha.f plus g, il appartient à G4. Donc c'est un élément de G4. Et finalement, donc G4 est un sous-espace vectoriel. Est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel E qu'on a considéré. Donc cinquième exemple, donc là G5, c'est l'ensemble donc des suites qui sont des suites réelles qui vérifient cette condition-là. Donc je répète toujours, là c'est la nature des éléments. Donc les éléments ils sont communs. Ça représente quoi? Ça peut être des couples, des triplés, des suites, des polynômes, des fonctions. Et le reste ici, ça peut, là on a les conditions. Donc on explique, ici on peut écrire des phrases, du texte, des symboles. Donc pour vérifier que G5, donc l'ensemble des suites réelles, donc qui vérifie la condition que 4 fois le terme d'indice n plus 1 moins une fois le terme d'indice n plus 1 plus le terme d'indice n égale 0. Donc dans la première partie ici, donc là on écrit donc la nature des éléments, c'est quoi? Est-ce que ce sont des suites, des polynômes, des fonctions? Et après, donc ce symbole-là, là on écrit les conditions. On peut avoir une condition, deux conditions, donc ça dépend de la définition. Donc on voit d'abord tout de suite, on voit que G5, donc c'est un ensemble de suites. Donc il est inclus dans ce qu'on a noté par R à la puissance n. C'est l'ensemble des suites à terme réel. Et on sait que R à la puissance n, muni de l'addition entre les suites, la multiplication des suites par un élément de R. Donc ça, c'est un espace vectoriel, donc est un R espace vectoriel. C'est un espace vectoriel sur R. Donc tout de suite, puisque G5 est inclus dans Rn, donc G5 est inclus dans E, avec E, c'est égal à R à la puissance l'ensemble n des entiers, c'est-à-dire E, c'est l'espace vectoriel des suites réelles. Donc la question qui vient tout de suite, est-ce que G5 est un sous-espace vectoriel de E? Donc on a le grand espace dans lequel on va travailler, c'est E. À l'intérieur donc de E, on a la partie G5.
Donc c'est l'ensemble donc des suites qui vérifient la condition donc qui est signalée dans la définition de G5. Donc petit t, donc si on prend la suite nulle, la suite dont tous les termes sont nuls, donc la suite nulle qu'on note par 0e, qui est égale à l'ensemble dont tous les termes sont nuls, avec 0, 1, 10, n égale 0, quel que soit n appartenant à n. Donc cette suite-là, est-ce qu'il appartient à G5? Donc on a le terme d'indice n plus 2, c'est égal à 0, donc on le multiplie par 4, donc 4 fois ce terme-là, moins le terme d'indice n plus 1, plus le terme d'indice n, plus le terme d'indice n, ça c'est égal tout simplement à 4 fois 1, 0, moins 0, plus 0, et ça donne exactement 0. Donc, la suite nulle, c'est-à-dire 0e, il appartient à G5. G5 n'est pas vide. Ensuite, la deuxième condition de la définition d'un sous-espace vectoriel. Donc, quel que soit, on va prendre donc S1, S2, deux suites appartenant à G5, et quel que soit alpha appartenant à R, un scalaire, entre parenthèses, S1, c'est donc une suite, puisque quand on est dans G5, donc dans les termes, on va les appeler des UN, et qui vérifie, donc 4 fois UN plus 1, moins UN plus, là, UN plus 2, moins U indice N plus 1, plus UN, c'est égal à 0. Quel que soit N appartenant à N. La suite S2, donc ces termes, on va les appeler des Vn, avec la condition que 4 Vn plus 2, moins V indice N plus 1, plus Vn égale 0. Quel que soit n appartenant à n. On va prendre la combinaison alpha.S1 plus S2. Donc, cette suite-là, c'est tout simplement alpha. La suite dont les termes sont du n, plus la suite dont les termes sont du n. Donc là, on fait une somme de suites, c'est égal. Par définition de la multiplication d'une suite par un scalaire, donc le scalaire est l'entrée à l'intérieur, donc on obtient les termes alpha fois un, plus la suite de n, ça c'est la somme de deux suites, donc par définition, on fait la somme terme par terme, c'est-à-dire alpha un, plus le terme n, et après on fait varier le n pour décrire toute la suite. Et là on a, donc on va prendre donc 4 fois le terme, donc ça, si on l'appelle tout ça, c'est le terme Wn, on va calculer 4 fois Wn plus 2, moins W indice n plus 1, plus Wn.
Ça va donner la chose suivante. Donc ça fait 4 fois, entre parenthèses, c'est alpha un plus 2 plus Vn plus 2. Moins Wn plus 1, ça fait entre parenthèses alpha un plus 1 plus Vn plus 1 plus alpha un plus Vn. Donc ensuite, donc ça donne, en utilisant donc les calculs, donc là on est avec des éléments qui sont dans R, on utilise les petits calculs dans R, donc on va regrouper ce qui est multiplié par alpha, on va factoriser alpha, donc tout de suite je vais écrire ici alpha, facteur de, je vais avoir 4 un plus 2, là je vais avoir moins alpha un plus 1, et je fais sortir le alpha, là je vais avoir plus alpha un, donc en faisant sortir le alpha, il reste ici un, plus le terme qui ne contient pas de alpha, donc je vais avoir 4 Vn plus 2, moins Vn plus 1, et là je vais avoir plus Vn. Donc là, j'arrive à ce calcul-là que je fais tout de suite sans trop de détails. Donc ça fait alpha que multiplié. Donc 4 un plus 1 moins un, 4 un plus 2 moins un plus 1 plus un, je sais que c'est égal à 0, puisque la suite, dans les termes sans un, il appartient à G5. La même chose pour la suite, dans les termes sans les Vn, là, j'ai aussi 0. Donc cette quantité-là, c'est toujours égal à 0. La même chose, cette quantité-là est égale à 0, quel que soit n. Donc finalement, j'obtiens alpha fois 0 plus 0 égale, donc tout ça égale 0. Ce qui veut dire que les termes de la suite alpha S1 plus S2, ils vérifient la condition d'appartenance à G5. Donc, j'arrive à alpha.S1 plus S2, c'est une suite qui appartient à G5. Donc, et finalement, donc, G5 est bien, un sous-espace vectoriel de l'espace du suite. C'est-à-dire qui est R à la puissance n.